Les effets des mutations, alors j'aborderai dans un premier temps à l'échelle du gène et de sa protéine, puisque vous avez appris qu'une mutation est un changement aléatoire, rare, de la séquence en nucléotide de l'ADN. Et là, je vais prendre dans le cas d'un gène. On verra que les mutations peuvent impacter indirectement le fonctionnement d'un gène en ayant lieu dans des séquences dites régulatrices de ce gène. Alors, dans un premier temps, à l'échelle du gène et de sa protéine, on a trois types d'effets de mutation. Le premier type ici abordé serait les mutations silencieuses ou autrement appelées mutations synonymes. Alors pourquoi synonymes ou silencieuses? Tout simplement parce que vous avez vu que les triplets de nucléotides codent pour un acide aminé et que le code génétique est redondant, c'est-à-dire que plusieurs triplets codent pour le même acide aminé. Un exemple, si j'ai initialement une séquence avec AAA, 3 adénines successives, AAA, d'après le tableau du code génétique, code pour la lysine. Eh bien, une mutation qui induirait le changement du troisième nucléotide A en guanine, donc j'aurai comme triplet AAG. D'après le tableau du code génétique, vous constatez que AAG code aussi pour la lysine. Donc là, il n'y a aucun impact au niveau de la protéine qui sera codée. On parle donc de mutation silencieuse ou mutation synonyme. Un autre exemple de mutation serait une mutation faux sens. Alors, comment l'expliquer? Ici, je vais avoir le remplacement d'un acide aminé, AA pour acide aminé, par un autre acide aminé. Quelle sera la conséquence? Tout dépend déjà de la position de cet acide aminé changé. Au sein d'une protéine, vous savez que votre protéine, elle va avoir dans l'espace une structure tridimensionnelle, une conformation tridimensionnelle, donc une forme en 3D qui induit une fonction. On a même certaines protéines qui adoptent une conformation quaternaire lorsqu'il y a plusieurs morceaux. Eh bien, si jamais l'acide aminé est dans une position, qui occupe une position au sein de cette structure 3D assez stratégique dans la fonction de la protéine, alors l'impact peut être lourd. L'autre point à prendre en compte, ce sont les propriétés de l'acide aminé qui va changer. Je m'explique. Si je prends par exemple un triplet AAG, mon triplet initial, qui code pour la lysine, et suite à une mutation de la séquence nucléotidide, je n'ai plus AAG, mais j'ai GAG. Alors, si vous regardez le tableau du code génétique, vous constatez que GAG ne code plus pour la lysine, mais code pour l'acide glutamique, GLU. Et là, l'intérêt d'un point de vue propriété, c'est que la lysine, c'est plutôt un acide aminé dit basique, alors que l'acide glutamique, c'est un acide aminé acide. Il y a une charge. Et là, c'est important puisqu'ils n'ont pas les mêmes propriétés, donc ils ne vont pas établir les mêmes relations, les mêmes interactions de faible énergie au sein de la protéine, voire avec d'éventuels ligands. Et là, la conséquence peut être lourde d'un point de vue fonctionnel. Vous l'avez vu peut-être dans le cas de l'anémie falciforme. Donc voilà un exemple d'effet de mutation plus lourd de conséquences. Les mutations faux sens, parfois elles peuvent être muettes d'un point de vue conséquence si l'acide aminé modifié a les mêmes propriétés ou encore si l'acide aminé modifié est dans une position non stratégique, si j'ose dire, pour la fonction de la protéine ou pour sa structure. Dernier exemple d'effet des mutations, les mutations dites non-sens. Dans votre tableau du code génétique, vous observez 3 codons stop qui sont UAG, UAA et UGA. Alors là encore, si je pars avec une séquence initiale AAG, un triplet de nucléotides qui code pour la lysine, eh bien, si jamais j'ai une mutation pour le premier nucléotide qui devient UAG, eh bien UAG, j'ai apparition prématurée d'un stop, arrêt une protéine se retrouve tronquée, arrêt de la traduction, et donc cette protéine tronquée, la plupart du temps, n'est pas fonctionnelle. Donc voilà les 3 effets des mutations au sein du gène et donc de la protéine. Mais je voudrais terminer ce sujet sur l'effet des mutations par l'exemple de mutations non pas au cœur du gène, mais dans des parties régulatrices. En effet, il est compliqué de définir très rapidement un gène. C'est un cadre ouvert de lecture avec
un promoteur en amont du gène et puis ici un ensemble d'exons et d'introns. Vous avez vu l'épissage alternatif. Si une mutation a lieu par exemple dans l'intron, on s'est rendu compte que ça pouvait engendrer des modifications dans l'expression du gène. Mais vous avez peut-être vu le cas de la polydactylie, le fait de naître avec plus que 5 doigts, un doigt supplémentaire. Et là, ce qui est intéressant, c'est quand on compare les gènes responsables de la mise en place des doigts, les individus polydactyles ont exactement les mêmes allèles que des individus qui ne souffrent pas de cette maladie-là. En fait, quand on regarde la séquence promotrice du gène de la polydactylie, on constate que chez les individus polydactyles, c'est là qu'il y a eu une mutation. Donc, c'est important de considérer qu'une mutation, elle a des conséquences au niveau du phénotype, de l'expression des gènes, pas seulement lorsqu'elle impacte le gène au sens strict, mais aussi toutes les séquences qui régulent l'expression du gène. La séquence, le promoteur, par exemple, mais on pourrait aussi envisager les séquences dites cis, bien éloignées du gène, comme des enhancers et des silencers, sur lesquels vont venir se poser des protéines dites activatrices ou inhibitrices. Donc, tout simplement, pour dire les mutations ont des effets sur les gènes, mais aussi évidemment sur l'expression, donc sur la protéine, et ne pas négliger toutes les séquences régulatrices qui peuvent aussi être mutées, puisque ce sont des séquences nucléotidiques, et qui peuvent avoir un rôle important sur l'expression plus ou moins importante d'un gène, en fonction des lignées cellulaires, évidemment.